On pense souvent que le désir, c'est simple, c'est une ligne droite. Une personne veut un objet. Point. Oui, un schéma très basique. Mais si, en fait, nos désirs les plus profonds n'étaient pas vraiment les nôtres. Mhm. Qu'on ne désire les choses que parce que quelqu'un d'autre, avant nous, nous les a désignées. C'est une porte d'entrée parfaite. L'exemple classique, c'est Don Quichotte. Justement, il n'est pas amoureux de Dulcinée. Pas vraiment. Non. Il est amoureux de l'idée de l'amour chevaleresque. L'idée que lui a vendue son héros, Amadis de Gaulle. En gros, Don Quichotte, il a démissionné de son propre désir. Exactement, c'est Amadis qui choisit pour lui. Et cette idée, qui a l'air simple, c'est le cœur de notre exploration aujourd'hui, qui s'appuie sur un essai majeur de René Girard, Mensonges romantiques et vérités romanesques. Un livre qui relie tous les classiques, c'est ça? Oui, Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust, Dostoïevski. Et Girard en tire une sorte de loi universelle du désir. D'accord. Alors voilà notre mission. On va tenter de décortiquer cette fameuse théorie du désir triangulaire. Qu'on appelle aussi désir mimétique, oui. Et l'idée, c'est de voir comment ce concept d'un médiateur, cet autre qui nous souffle nos désirs en quelque sorte, peut éclairer des personnages qui ont, a priori, rien à voir les uns avec les autres. Et c'est ça, la vérité romanesque dont parle Girard. Une vérité qui est souvent à l'opposé du mensonge romantique qu'on se raconte tous. C'est-à-dire, Le mensonge de l'individu autonome, dont les désirs jailliraient spontanément de son être. Girard nous dit, regardez de plus près, il y a toujours quelqu'un d'autre dans l'équation. bon, allons-y. Le point de départ, c'est ce triangle. Girard nous dit, oubliez la ligne droite, sujet, objet. Le vrai schéma, c'est sujet, objet, et entre les deux, ce qu'il appelle le médiateur. Et ce médiateur, son rôle, c'est... Il est crucial. C'est le modèle. C'est parce qu'il désire l'objet, ou qu'on imagine qu'il le désire, que l'objet devient désirable. Ah, donc l'élan vers l'objet est un détour. C'est un détour, voilà. Ce qu'on vise vraiment, c'est le médiateur. On veut lui ressembler, posséder ce qu'il possède, pour acquérir son être, comme dit Girard. Attends une seconde. Un désir qui passe par un autre, c'est pas juste la définition de la jalousie ou de la compétition, ça? C'est une excellente question. La jalousie classique, elle suppose deux désirs originaux qui s'affrontent. D'accord? Girard dit que c'est l'inverse. Très souvent, le désir du second n'existerait même pas sans le désir du premier. Le désir du modèle est premier, il crée le désir de l'imitateur. Je vois. Et pour ça, il distingue deux cas. Le premier, c'est la médiation externe. Ça, c'est Don Quichotte. Le médiateur, Amadis, est dans un autre monde, un monde de fiction. Exactement, il est inaccessible. Du coup, il n'y a pas de rivalité possible. Le disciple peut l'admirer ouvertement. C'est pareil pour Madame Bovary qui rêve sa vie à travers des romans. C'est ça, la distance garantit la paix. Mais tout change avec la médiation interne. Et là, on entre dans le monde moderne. Le nôtre. Le médiateur n'est plus un dieu lointain. Non. C'est un voisin, un collègue, un ami sur les réseaux sociaux. Il est dans le même monde. Et c'est là que ça se complique. Ah oui. L'admiration se charge d'envie, le modèle devient un rival, un obstacle, et l'admiration, elle se transforme en haine. L'exemple que donne Girard est génial, dans Le Rouge et le Noir. Monsieur de Rênal, qui veut engager Julien Sorel comme précepteur, Oui, mais il n'en a pas vraiment besoin. Sa vraie obsession, c'est son rival, Monsieur Valenod. c'est ça qui est fascinant. Il s'imagine que si lui n'engage pas Julien, Valenod, qui est plus riche, va forcément le vouloir. Son désir pour Julien n'est pas fondé sur les qualités de Julien. Non, pas du tout. Il est fondé sur le désir qu'il prête à son rival. Le désir de l'autre devient la mesure de la valeur. Il imite un désir qui, au départ, n'existe même pas. C'est un pur fantasme. C'est fou. Il est prêt à payer plus cher pour quelqu'un dont il n'a pas besoin, juste parce qu'il imagine que son voisin le veut. C'est à la fois absurde et terriblement humain. Et c'est ça la vanité selon Girard. Et cette mécanique, on va la voir s'intensifier, devenir de plus en plus maladive à travers l'histoire du roman. D'accord, alors suivons cette évolution. On commence avec Stendhal. Le mot-clé, c'est la vanité. Oui, et pour Girard, la vanité stendhalienne, ce n'est pas juste être orgueilleux. C'est précisément ça, le désir selon l'autre, le désir qui naît de la rivalité. Et c'est le plus puissant de tous. L'ambition de Julien Sorel, elle est donc mimétique. Absolument. Elle est nourrie par sa haine des nobles, qu'il veut à la fois détruire et imiter. Girard souligne un passage incroyable. Lequel? Au moment où Julien grimpe à une échelle pour rejoindre Madame de Rênal, risquant sa vie, ses dernières pensées ne sont pas pour elle. Ah non. Non. Il pense au mari,
aux pairs, aux rivaux. L'obstacle, le rival, est plus excitant que l'objet lui-même. Ça déconstruit complètement le mythe de l'ambitieux solitaire. En fait, il ne fait que réagir. Ok, ça c'est pour l'ambition. Mais dans un univers plus feutré, plus mondain. Parfaitement. Et là, on entre dans les salons de Marcel Proust. La vanité de Stendhal devient ce que Girard appelle le snobisme. C'est une version de laboratoire en quelque sorte. C'est ça. Le snob est un imitateur servile. Il n'ose pas avoir son propre jugement. Son désir est entièrement délégué à ceux qui l'admirent. Et Proust, lui, il ne s'en cache pas. Il l'écrit noir sur blanc. Il y a cette phrase que Girard cite qui est la clé de tout. En amour, notre rival heureux, autant dire notre ennemi, est notre bienfaiteur. C'est incroyable de le dire aussi crûment. C'est une formule géniale. Le rival est un bienfaiteur parce qu'il donne une valeur inestimable à la personne aimée. Une valeur qu'elle n'aurait pas eue sans lui. Jamais. L'exemple parfait, c'est le désir du narrateur pour l'actrice La Berma. Ce n'est pas un désir spontané. Non, ça vient de Bergotte, l'écrivain qu'il vénère. Bergotte admire La Berma. Donc La Berma doit être admirable. Et le plus drôle, c'est que la première fois qu'il la voit, il est déçu. Son expérience directe ne colle pas avec ce qu'on lui a vendu. Exactement. Son désir vacille. Mais il suffit qu'un autre médiateur, un diplomate respecté, valide la performance, Et ça repart. et ça repart de plus belle. Au final, l'avis des autres pèse plus lourd que son propre ressenti. C'est un peu comme aujourd'hui, on va voir un film, on n'est pas sûr, et on lit une critique élogieuse. Et on se convainc que, finalement, c'était un chef-d'œuvre. C'est tellement vrai. On sous-traite notre jugement. C'est ça. Et après Proust, on arrive à Dostoïevski. Et là, on atteint un autre niveau de pathologie. C'est ce que Girard appelle le désir souterrain. Oui, là, on est au stade terminal. La distance entre le sujet et le médiateur a complètement disparu. La conséquence est radicale. L'objet du désir n'a presque plus aucune importance. Il disparaît. Il peut disparaître totalement. Il ne reste que la fascination haineuse pour le médiateur rival. C'est le héros du sous-sol, obsédé par un officier qu'il a juste bousculé. Oui, il passe des années à ruminer sa vengeance. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas que se venger. C'est être reconnu par cet officier. Sa haine est une forme de vénération. Et le cas le plus terrifiant, c'est dans L'Éternel Mari. Ah oui, Pavel Pavlovitch. Ce personnage est littéralement incapable de tomber amoureux si son rival de toujours, Velchaninov, ne désire pas la femme avant lui. C'est à peine croyable. Il amène son rival chez sa propre fiancée pour que l'autre valide son choix. Il a besoin que son ennemi lui donne la permission de désirer. Ça donne le vertige. Le personnage n'a plus aucune substance. Si on récapitule, de Cervantes à Dostoïevski, le médiateur se rapproche, la rivalité explose et l'objet s'efface. Le désir devient purement métaphysique, exactement. Il ne s'agit plus de posséder un objet, mais de voler l'être de l'autre. Alors, quelles sont les conséquences de cette logique ? La première, c'est une déception quasi inévitable. Le héros obtient l'objet et ce n'est que ça. Cette fameuse déception métaphysique. C'est la preuve que le désir ne portait pas sur l'objet. Il croyait qu'il allait se transformer. Oui, devenir comme son médiateur. Mais la possession d'un titre ou d'une fortune ne change pas qui il est. La métamorphose n'a pas lieu, c'est un échec existentiel. Ça me fait penser à quand on désire le dernier téléphone pendant des mois. On l'obtient et au bout de 2 jours, le frisson a disparu. C'est la même dynamique, et ça peut mener à des situations encore plus complexes, comme la médiation réciproque. Là, c'est quand 2 personnages deviennent médiateurs l'un pour l'autre. Donc, si je comprends bien, c'est 2 personnes qui se copient mutuellement en pensant chacune être l'original. Précisément. Chacun croit que son désir est spontané et que c'est l'autre qui le limite. Monsieur de Rênal commence par imiter un désir imaginaire de Valenov. Puis, plus tard, Valenov se met à imiter réellement le désir de Monsieur de Rênal. C'est une épidémie. C'est une épidémie de désir mimétique. Ça mène à des oppositions stériles où les ennemis finissent par se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Pensez à Homais et Bournicien chez Flaubert. Cette escalade dans la proximité, ça mène où ? Il y a une destination finale ? Oui, et elle est assez sombre. Girard montre qu'on glisse du snobisme au masochisme. Plus le médiateur est proche, plus l'obstacle qu'il représente est grand, et plus le désir paradoxalement s'intensifie. Donc le sujet en vient à désirer l'obstacle lui-même. C'est ça. Il recherche l'échec et l'humiliation. Mais pourquoi ? C'est complètement contre-intuitif de vouloir l'échec. Parce que l'obstacle devient le signe suprême de la valeur, de la divinité du médiateur. Être rejeté, être méprisé, c'est la preuve ultime de sa supériorité. Et donc de sa propre indignité.
Le sujet choisit d'être humilié pour continuer à exister dans le regard de ce dieu rival. Le désir ne vise plus la satisfaction mais la souffrance. C'est une prison psychologique terrifiante. Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Heureusement, oui. Et c'est la vérité romanesque qui apparaît à la fin de ses grands romans. Pour Girard, le génie du romancier, c'est pas seulement de décrire ce mécanisme, c'est de l'avoir reconnu en lui-même. Le fameux cri de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Ce n'est pas une façon de se vanter alors, c'est un aveu. C'est un aveu de culpabilité. Au début, Flaubert méprise son personnage, sa bêtise, et à la fin, il réalise qu'il est pétri des mêmes désirs. Il se reconnaît dans l'autre qu'il jugeait. C'est cet aveu qui est libérateur. Et c'est pour ça que tous ces grands romans se terminent par une forme de conversion. Le héros, souvent face à la mort, abandonne la partie. Il renonce à son orgueil, à son médiateur. Don Quichotte, sur son lit de mort, renie Amadis de Gaulle. Julien Sorel, en prison, se fiche complètement du jugement de la société et de ses anciens rivaux. Il trouve une paix qu'il n'a jamais connue. Et chez Proust, cette conversion, c'est le sujet même de la fin du livre, le temps retrouvé. Le narrateur ne peut commencer à écrire qu'au moment où il surmonte enfin la fascination, la jalousie, la tyrannie du regard des autres. L'œuvre d'art naît de la mort du désir mimétique. C'est en voyant le triangle de l'extérieur qu'on peut s'en libérer. Donc le roman n'est pas juste le diagnostic de la maladie, il est aussi le remède. C'est exactement ça. En se reconnaissant coupable, l'écrivain dépasse la division stérile entre le « moi » et les autres et touche à quelque chose d'universel. Pour résumer, ce voyage à travers le roman nous montre une évolution implacable. La quête d'être soi-même, le grand projet de l'homme moderne, Mène paradoxalement à l'esclavage de l'imitation. à une perte de soi dans le regard de l'autre. Il prend l'exemple du chauvinisme national. Oui, il le décrit comme une médiation interne collective. Deux nations qui se haïssent, se craignent et passent leur temps à s'imiter en miroir. Chacune devenant l'obsession de l'autre. Ce qui nous amène à une question pour aujourd'hui. Si nos désirs sont si souvent le reflet des désirs des autres, qui sont nos médiateurs dans un monde saturé par les réseaux sociaux, les influenceurs, la publicité? On est bombardé en permanence par les désirs des autres, mis en scène. Ces triangles invisibles sont partout. Et la question qui reste, c'est de savoir si on en est conscient. Surtout quand on pense que nos médiateurs les plus puissants aujourd'hui ne sont peut-être même plus humains, mais des algorithmes conçus pour nous faire désirer ce que les autres juste à côté désirent déjà.